Chers amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous introduire une nouvelle série vidéo. Salut Julien. Salut Nico. Tout va bien? Parfait. Et toi? Première fois que tu apparais à l'écran. Exactement. Je te remercie. Mon grand début sur YouTube. Tu as ton début sur YouTube, ton début je me tiens droit. Chez les Rabilleurs. Donc pour vous présenter une nouvelle série vidéo qui va concerner un petit peu toutes les icônes qu'on aime en horlogerie. Comment elle va s'appeler cette série? On va l'appeler Checkpoint. C'est pas mal, ça me plaît. Et pour revenir sur ce que tu disais, on va vraiment reprendre les icônes de l'horlogerie, parler un peu de leur histoire, les références, leur impact aussi sur l'industrie horlogère. Magnifique. Un peu de tout ça. Et on commence avec quoi? On va commencer avec un vrai icône, la Datejust. Alors les amis, pour bien parler de la Datejust, on va déjà planter le décor horloger de sa naissance. On est en 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la direction artistique, dirons-nous pour les montres de l'époque, le maître mot, c'est militaire. Donc on est sur des montres, on va penser forcément au Dirty Dozen, au Breguet, des montres vraiment au style brut, assez dur, avec des belles ouvertures de cadran, mais ça s'arrête là. Rolex va prendre à contre-pied toute cette dynamique-là en proposant en 1945 la référence 4467. C'est une référence qui est vraiment importante dans l'histoire de la Datejust parce que même si le mot Datejust n'est pas encore inscrit sur le cadran, c'est elle la pierre angulaire de toute cette ligne-là. La particularité, on est sur un modèle de 36 mm, on est sur un boîtier en or jaune 18 carats et la forme de ce boîtier est assez cool parce qu'on l'appelle ovettone, désolé pour les Italiens, je dois très mal prononcer, qui veut dire œuf. Et c'est pour rappeler un peu les bubble back qui ont ces formes très rondes de boîtier. Là, ici, on est sur quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus distingué, j'arriverai même à dire. Donc, c'est sur cette montre-là que va se baser le design de la Datejust. S'ensuit deux références qui sont des références de transition, la 50-30 et la 51-30, qui ont des petites spécificités aussi. On a une lunette lisse pour l'une, une lunette crantée pour l'autre. Et on reste sur un design de 36 mm avec des petites modifications au niveau du boîtier, mais ce n'est pas une grande innovation à ce niveau-là. Là où la grande innovation va arriver, on est en 1951 et c'est sur les références 6000. On va penser aux références 6105 ou 6305 et c'est vraiment ici que va s'introduire la Datejust comme on la connaît aujourd'hui. Toujours un boîtier de 36 mm, une belle ouverture de cadran, un bracelet jubilé en acier ou un bracelet Oyster comme on le connaît encore aujourd'hui, mais c'est vraiment ici que va naître la légende de la Datejust. On a un verre cyclope, donc c'est-à-dire qu'on a un petit retour au niveau de la date qui fait vraiment ressortir la date du cadran, qui n'était pas présente avant, et on a enfin l'inscription Datejust sur le cadran. Donc là, on est vraiment sur le dessin qui va évoluer petit à petit jusqu'à la Datejust qu'on connaît aujourd'hui. Vient juste après l'une des séries que j'aime le plus, la référence 1600. Donc c'est là qu'on va retrouver les 1601, 1600, 1603. Le dernier chiffre correspond à la finition des montres. Donc quand on dit 1601, ça correspond à une lunette cannelée en or, 1603, une lunette crantée en acier, 1600, une lunette lisse. Il en existe plein d'autres. On va penser au 1607, 1605, les finitions écorce d'arbre, florentine. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais c'est vraiment ici que ça devient intéressant parce que pour moi, c'est le moment où Rolex introduit vraiment quelque chose de très artistique dans la Datejust. C'est là où la Datejust devient riche de configurations. On va trouver des montres tout en or acier, des cadrans de couleur, des cadrans en pierre notamment. Donc on est vraiment sur une référence qui est très importante pour l'histoire de la Datejust. On les reconnaît facilement à leur cadran pipant. Donc c'est comme si on retournait un peu un moule à tarte. Et vous avez cette espèce de cadran où la minuterie est en relief négatif. Et du coup, toute la créativité s'exprime vraiment sur cette montre. On est sur un mouvement aussi qui est ultra robuste, le 1570. Et vraiment, c'est une des montres où moi j'ai le plus de plaisir à collectionner. Je l'appelle un peu le t-shirt blanc de la montre. Parce que si on collectionne les montres, il faut en avoir une. Et si on veut une collection que d'une seule montre, c'est certainement celle-ci qu'il faut. En petite spécificité assez cool qu'on peut retrouver sur ces références-là, j'en donnerai même deux. Vous avez les cadrans Sigma. Alors les cadrans Sigma, ils apparaissent au tout début des années 70. Ils ont la particularité d'avoir à 6 heures un petit signe Sigma qui entoure le Suisse. Donc vous avez le signe Sigma, T, Suisse, T, le signe Sigma, OT Suisse, PO, qui signifie qu'en fait les index sont en or. C'était une particularité
que l'industrie suisse avait implanté pour contrer la crise du quartz. Il voulait montrer que l'industrie suisse avait toujours quelque chose de plus luxueux à proposer et a introduit le signe sigma pour signifier que sur les cadrans, il y avait un métal précieux, ici de l'or. Une version aussi qui est très cool, c'est les cadrans non luminescents. Vous avez toute une série de cadrans qui n'ont pas de plot lumineux ni de luminescence dans les aiguilles. Alors ça correspond normalement à des montres qui étaient faites pour le marché japonais où le tritium était à l'époque interdit. Du coup, Rolex produisait les montres sans luminescence d'aucune sorte sur ces cadrans-là. C'est une petite particularité, mais qui donne un côté vraiment intéressant à ces montres-là. Si vous voulez, on pourrait même faire une série très précise sur la luminescence des montres parce que c'est aussi un sujet très intéressant. Je ne peux pas tout aborder sur cette vidéo parce qu'elle durerait 3 heures. À la suite de la référence 1600, vous avez la référence 16000. C'est quasiment la même montre, mais il y a un changement de mouvement quand même. On passe du 15-70 au 30-35, un mouvement encore plus robuste, plus performant. Et là, on passe sur des cadrans qui sont vraiment plats. Donc un bon tips, si vous voulez faire le nerd de l'horlogerie, vous prenez une 16-00 dans la main et une 16-000 dans l'autre. La seule différence que vous allez avoir vraiment de notable qui va vous sauter aux yeux, c'est le cadran. Si le cadran est pipant, on est sur une 1600. Si le cadran est plat, on est sur une 16000. Voilà, c'est le petit tips de collectionneur à avoir. À la suite de cette référence-là, on va passer sur encore un autre batch qui est le 16200, où là, on va aussi retrouver une évolution en termes de mouvement. On passe du 30-35 au 31-35 et on a l'introduction de pas mal de choses, notamment les bracelets blindés au lieu des bracelets pliés. Il faut voir Rolex un petit peu comme Apple, ce que j'aime bien faire le parallèle. Le premier iPhone sort et tous les suivants ressemblent à la même chose mais sont toujours améliorés. C'est vraiment la dynamique dans laquelle est Rolex, puisque si on prend la Datejust, on commence en 1945 jusqu'à nos jours, elle est toujours au catalogue. Quand on pense à Rolex, souvent on va penser à des modèles emblématiques qui vont être la Daytona, la Submariner, mais si on réfléchit vraiment bien, la base de cette marque, pour moi, elle repose sur la Datejust et sur sa performance à travers le temps. Pour revenir aux références 16200, une des particularités que vous allez avoir, c'est l'introduction du verre saphir. On était sur un verre plexi pour toutes les générations précédentes. Ici, on introduit de série les verres saphir. Donc on est vraiment sur un modèle ultra performant. Là, on a dégrossi un peu le paysage de la Datejust, les différentes références. Je vous ai bombardé d'informations, mais en détail qui sont toujours sympas à avoir, c'est les bracelets. On n'y pense pas forcément, mais surtout dans une montre de collection, ce qu'on va regarder, c'est la cohérence de la montre. Alors, le plus important, bien entendu, c'est que le boîtier, l'année du boîtier corresponde à l'année du cadran. Il y a des moyens très simples de le savoir. Vous regardez juste votre numéro de série, vous regardez sur Internet, ça va vous sortir une année. Et de ce constat-là, vous pourrez vérifier si le cadran est période correcte. Par exemple, un cadran produit avant 1963 doit avoir une luminescence au radium. Après 63, on est sur une luminescence au tritium. Puis ensuite, on passe au luminova, super luminova. On fera certainement une vidéo dédiée pour ça. Mais pour revenir à cette petite expertise, ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est les bracelets. Les bracelets de Rolex ont une évolution technologique, comme toutes les montres, comme tous les mouvements. On a commencé avec des bracelets pliés et riftés. Donc, comment reconnaître un bracelet plié? Vous le tenez droit et il fait la forme d'une petite cacahuète sur la tranche. C'est ma façon la plus simple de vous l'expliquer. Et on est sur un bracelet qui est du coup plié, qui est replié sur lui-même. Ce bracelet correspond aux montres des années 45 jusqu'à à peu près les années 70. Ensuite, on a une évolution où au milieu des années 70, on va passer sur des bracelets dits blindés. Donc des bracelets où là, la tranche est pleine, où la résistance est plus importante. Détail aussi important à retenir sur toutes les références de la Datejust, la série des 17000. Alors celle-ci est particulière pour moi parce que c'est une de mes références préférées. Les 17000 sont des Datejust à quartz, vous m'avez bien entendu, avec le mouvement 50-35, qui est le premier mouvement à quartz de manufacture par Rolex. Rolex avait déjà emboîté un Beta 21 dans une référence ultérieure, la 5100, mais là, ici, sur les références 17000, vous avez vraiment un mouvement de manufacture. La particularité de ce mouvement, c'est sa performance. Il résiste extrêmement bien aux très hautes chaleurs comme aux très basses températures. Donc on est là encore sur quelque chose de très technologique. Le petit truc à savoir sur cette montre-là, c'est qu'elle tique tellement fort que je vous garantis que si vous la mettez sur votre table de chevet, vous n'arriverez pas à dormir. Son design est lui aussi super particulier.
On est en 1977 quand cette montre sort et elle est inspirée d'un modèle qui est sorti un tout petit peu avant, aux alentours de 1975, la 1530 et la 1630, qui sont là aussi des Datejust avec ce même boîtier intégré mais en automatique. Donc la 17000 s'inspire de ce boîtier ultra anguleux au bracelet intégré, mais il intègre là aussi un mouvement à quartz. On a un peu cet esprit Royal Oak Nautilus, mais avec un ADN propre à Rolex, et c'est vrai que cette montre, je l'aime particulièrement. L'une des forces, si on doit en retenir une importante de la Datejust, c'est le nombre de variations qui existent. C'est quasiment infini. Honnêtement, entre les cadrans de couleurs, les cadrans avec des spécificités, je vais penser aux cadrans nid d'abeille, les cadrans white boy où les index sont beaucoup plus larges et où vos aiguilles sont aussi beaucoup plus larges. Mais même sur le boîtier et notamment sur la lunette, vous allez avoir plein de versions différentes. J'ai essayé un peu de vous dégrossir avec la numérotation des séries, ce à quoi elles correspondent, mais pour en noter certaines, vous avez la finition écorce d'arbre, la finition florentine, le cannelé en or blanc, le cannelé en or jaune, les lunettes lisses qui donnent un aspect vraiment totalement différent à la montre, beaucoup plus discret. Mais vous avez aussi les turnographes. Donc pour reprendre, Rolex sort un modèle, le turnographe 6204, qui n'est pas du tout une Datejust, mais la Datejust s'accapare de cette technologie et l'ajoute à sa montre. Donc vous avez un espèce d'hybride entre une montre de plongée et une Datejust qui est vraiment super intéressante. La particularité de la Datejust, c'est qu'elle est toujours aujourd'hui au catalogue. On a commencé en 1945, on s'est arrêté au début des années 2000 pour cette vidéo-là, mais aujourd'hui encore, tu peux l'acheter en boutique. Et c'est le fait qu'elle ait traversé les âges, qu'elle soit toujours aussi percutante et je dirais même intelligente, qui fait de cette montre un vrai icône.